En 2030, nous travaillerons 15 heures par semaine et passerons le plus clair de notre temps à faire ce qui nous plaît. Malheureusement, cette prophétie n'est pas de moi, mais du grand économiste Keynes. Keynes s'imaginait que les progrès techniques et les gains de productivité allaient faire de notre monde un paradis d'abondance, où nous serions tous oisifs, prospères et heureux. Bon, les choses ne sont pas tout à fait passées ainsi. Oisifs, nous travaillons certes moins, mais on attend de tout le monde qu'il occupe un emploi. Prospères? Probablement, en ce qui concerne les 1%. Heureux? Peut-être. Mais ce n'est certainement pas grâce au monde du travail. Alors, que s'est-il passé? C'est que les progrès techniques, en constante accélération, ont eu des conséquences sur le travail et l'emploi que nous avons tout autant du mal à évaluer que Keynes en son temps. Prenons Ford. Ford, en 1929, employait 130 000 personnes. Moins d'un siècle plus tard, Tesla Motors, l'un des constructeurs automobiles les plus innovants et les plus en vue aujourd'hui, n'en emploie plus que 6 000. Et la plupart sont ingénieurs. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les usines Tesla. Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que les tâches mécaniques, que les tâches manuelles allaient être effectuées par des robots. Les agriculteurs, les ouvriers, d'accord. Mais les cadres? Il n'y a pas si longtemps, une place de marché comme la New York Stock Exchange était noire de monde. On y crie, parie, s'arrache les cheveux, passe des coups de fil. En 2012, plus de la moitié des ordres passés sur le marché américain l'ont été via le trading haute fréquence, c'est-à-dire des algorithmes. Et quant aux professions intellectuelles, celles qui requièrent de nous de l'empathie, du courage, du jugement, eh bien, je vous présente Ward Smith. Ward Smith n'a pas une tête de robot, mais il sait écrire une dépêche financière en moins d'1 seconde. Et la liste est longue. Pepper le robot empathique, l'assistant personnel qui sait apprendre des humains, sera vendu en boutique dans moins d'1 an. Nous aurons des robots serveurs, banquiers, aides-soignants, caissiers. Et même les services à la personne, ce fameux bastion contre l'obsolescence de l'homme, ne seront pas épargnés. Nous aurons des robots qui feront le TEDx Paris en 2030. Des robots hommes politiques. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Bien sûr, l'homme ne va pas devenir obsolète du jour au lendemain, et de nouvelles activités dont nous ne soupçonnons même pas encore l'existence vont nous occuper bien plus qu'on ne le croit. Et bien sûr, il va se passer encore quelques années avant qu'on ne mette nos ingénieurs et nos développeurs web au chômage. D'années. Certainement pas de siècles. Car il est clair aujourd'hui qu'une grande partie des emplois que nous occupons pourront demain l'être par des robots. Alors, que faire? Nous pouvons continuer à entretenir le mythe du plein emploi, mais alors il faudra en tirer toutes les conséquences. Baisser continuellement le coût du travail humain pour le rendre compétitif avec celui des machines. Créer toujours plus de nouveaux besoins, toujours plus de complexité, pour remplacer ne serait-ce qu'une partie des emplois qui seront détruits. En clair, choisir de vivre dans une société de jobs précaires, par peur d'avoir affronté une courbe de chômage qui monte. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Par manque de vision, par manque de courage, tous les gouvernements, tous nos responsables politiques axent aujourd'hui leur agenda sur le plein emploi. Ou alors nous pouvons reconnaître qu'un projet social qui met en son centre le plein emploi est devenu une chimère. Or, l'emploi définit tous les aspects de notre vie sociale, culturelle, politique, économique. Aux enfants, on leur dit « mais bon, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?»
l'éducation, la retraite, la santé, tout notre système social plonge ses racines au plus profond dans l'emploi. Et je ne parle même pas du débat public. Depuis 40 ans, quel que soit leur bord, quel que soit l'environnement, tous les responsables politiques ont mis le plein emploi au centre de leur action, quel qu'en soit le prix, et avec le succès qu'on leur connaît. Le plein emploi ne peut plus constituer le fondement des maisons où nous allons habiter demain. Car avec le plein emploi qui s'en va, ce n'est pas juste la plomberie qui rend l'âme, c'est toute la maison qui prend feu. Il nous faut aujourd'hui construire de nouvelles maisons. Et on aimerait avoir notre mot à dire dans le type de maison dans laquelle on va habiter, n'est-ce pas? Car ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas qu'on manque aujourd'hui de projets politiques ou de projets sociaux. C'est que la plupart d'eux se font sans nous. Prenons Google. On a beaucoup parlé de Google. Google a une vision du monde assez claire, c'est le transhumanisme. Eh bien, sachez que l'une des armes d'investissement de Google, Google Ventures, gère aujourd'hui plus de 1,5 milliard de dollars qu'elle investit dans des domaines aussi variés que la robotique, bien sûr, mais aussi l'éducation, la mobilité, la génétique, la musique, l'évaluation des compétences ou encore les services juridiques. C'est-à-dire que Google a aujourd'hui les moyens pour que sa vision du monde d'aujourd'hui devienne notre réel de demain. Bien sûr, ces projets peuvent paraître extrêmement surréalistes, mais ils ne sont pas que technologiques. En réalité, San Francisco et la Silicon Valley est aujourd'hui un véritable laboratoire de projets politiques. Prenons par exemple cet investisseur qui a proposé en 2013 de scinder la Californie en 6 États pour, je cite, aligner la réalité politique sur la réalité économique. Eh bien, si ce projet avait abouti, il aurait créé l'État le plus riche des États-Unis, la Silicon Valley, juste aux côtés de l'État le plus pauvre, la Californie centrale. Il lui a manqué seulement 50 000 signatures pour que ce projet ait une chance d'aboutir. Je ne vous dis pas que ces projets sont bons ou mauvais. Je pourrais au contraire vous citer une myriade de projets porteurs d'espoir dans des domaines aussi variés que l'économie collaborative, l'entrepreneuriat social, l'éducation, et j'en passe à des meilleurs. Des milliers d'entrepreneurs veulent nous redonner aujourd'hui le pouvoir économique. Ils veulent que nous puissions avoir un impact social, ne serait-ce qu'à notre toute petite échelle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant, car ce n'est plus le pouvoir économique qu'il faut reconquérir. Et ça, déjà, c'est encore très loin d'être gagné. C'est le pouvoir politique. Je sais ce que vous allez penser. Comment est-ce que nous allons faire pour reconquérir le pouvoir politique alors que la dégradation constante de notre situation économique ne nous laisse ni le temps ni l'énergie pour le faire? Que devons-nous faire maintenant? Descendre dans la rue? Nous avons essayé, ça ne marche pas très bien. Quoi? Prendre les fourches? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les fourches sont optionnelles. Car en ce moment même, un très très grand nombre de citoyens français, européens et du monde entier se constituent en communautés. Ces communautés ont tous une histoire différente. Ils portent tous des idées différentes, mais ils partagent des objectifs. Voilà ce qu'ils nous disent. Arrêtons d'attendre une prise de conscience ou des réformes mirobolantes venues d'en haut. Approprions-nous dès maintenant le débat public au nom d'un intérêt qui n'a depuis longtemps de général que le nom. Devenons nous-mêmes le gouvernement informel de nos sociétés, puisque le gouvernement formel nous est de toute façon fermé. Faisons-nous les architectes du monde de demain, plutôt que ses otages. Je vais vous citer quelques exemples. WeShare, que je connais très bien puisque c'est une communauté dont j'ai la chance de faire partie. Eh bien, WeShare veut jeter les bases d'une société qui soit fondée sur la collaboration, la coopération et la confiance. Make Sense, qui souhaite aider les entrepreneurs sociaux à acquérir une véritable soutenabilité de leur modèle économique. Zero Waste France,
qui rassemble les acteurs locaux et nationaux autour de l'objectif de réduction des déchets à la source pour aller, à terme, vers le zéro gaspillage. Parlement et citoyens, qui veut aider les citoyens à participer dans l'élaboration de la loi. Ou encore, sans aucun label, cette liste citoyenne de la ville de Saillans qui a remporté en mars dernier les élections contre le maire sortant. Eh bien, quelques mois plus tard, ils sont en train d'instaurer une véritable démocratie participative. Et il y en a beaucoup d'autres. Alternativa, Ars Industrialis, Colibri, Carotte Mob, Noise, Movilab, P2P Foundation, Ville en bien commun, Collectif Transition Citoyenne. Ces mouvements sont à portée de clics. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous pouvons avoir une tribune politique, en tout cas beaucoup plus que dans le fait de voter pour le roi tous les 5 ans. C'est grâce à eux que nous pouvons commencer dès aujourd'hui à exercer notre devoir et notre pouvoir de citoyen. Pas besoin de s'encarter, hein. On vient et on repart quand on veut, sans rancune. Mais le plus important, c'est que ces mouvements ont aujourd'hui autant besoin de nous que nous d'eux. Ils ont besoin de nous pour passer à l'échelle et peser véritablement dans la transition en marche. Car les jeux sont très très loin d'être faits. Jefferson nous prévenait déjà il y a 2 siècles. Si les citoyens se mettent à négliger leur participation dans la vie publique, alors ceux qui nous gouvernent, nos élites, nos gouvernements, vont devenir des loups. Nous n'avons aujourd'hui vraiment plus le droit de s'enfermer chez nous à double tour et d'attendre que ça passe. C'est à nous de jouer. Merci.